Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, suite des épisodes sur les éléments moteurs. Vous l'aurez vu dans le titre, on va parler d'un élément essentiel, le vilebrequin. Cette vidéo sera composée de 2 épisodes car c'est une pièce où il y a énormément de choses à dire. Pour ces raisons et pour que les vidéos ne soient pas trop longues, vous aurez exceptionnellement 2 épisodes sur le sujet. Dans l'épisode 1, nous allons commencer par reprendre les bases de cette pièce majeure en reprenant ses fonctions principales ainsi que ses contraintes. Puis nous irons voir plus en détail différents types de vilebrequins avec leurs spécificités sur des V8, des V6 et des 4 cylindres. Et enfin, nous parlerons du dimensionnement de cette pièce si particulière. Dans l'épisode 2 qui sortira prochainement, nous parlerons d'une chose très importante, la lubrification du vilebrequin. Et puis nous ferons un dernier chapitre sur la fabrication de ces pièces si particulières. Bon, pour commencer cette vidéo, reprenons rapidement les fonctions principales d'un vilebrequin. Sa fonction première est de transformer les efforts provenant des bielles en couple moteur. Il doit aussi assurer la lubrification des paliers, voire l'alimentation en huile des bielles. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode consacré aux bielles, je vous ajouterai le lien ici en haut à droite. Le vilebrequin doit aussi entraîner la distribution, et ça par différents moyens, la chaîne, une courroie, des pignons, etc. Il entraîne aussi les accessoires de type pompe à huile, pompe à eau, compresseur de clim, etc. Et enfin, il doit aussi assurer l'étanchéité avec les carters moteurs, même si ce n'est pas réellement son rôle principal. Bon, si maintenant on prend un vilebrequin en main, donc comme celui que vous avez du coup à l'écran, et qu'on en fait un peu le tour, alors on va commencer par une extrémité, ici ce qu'on appelle le nez du vilebrequin, c'est donc toujours côté distribution. On a ensuite les manetons, donc c'est là qu'on va retrouver du coup les têtes de bielle, c'est même d'ailleurs l'axe des têtes de bielle. On a du coup les tourillons, ici, donc eux c'est sur l'axe du vilebrequin, c'est là-dessus d'ailleurs qui va reposer. On a ensuite les différents contrepoids. On a aussi du coup les trous de graissage, aussi bien du coup sur les manetons que du coup, si j'essaie de vous montrer ici du coup sur les tourillons. Donc là on voit que c'est percé un peu de biais, donc c'est pour alimenter les manetons. Et puis du coup à l'autre extrémité on a souvent une bride, bon là c'est un vilebrequin de moto donc c'est un peu différent, mais une bride pour le volant moteur. Donc là le volant magnétique je ne l'ai pas enlevé parce qu'il faut un arrache spécifique, donc j'en avais pas. Enfin, pour vous donner une petite idée du poids, on est aux alentours de 15 kg pour un 4 cylindres diesel 2 litres. Et on est plutôt sur à peu près 12 kg sur un 1,2 litre essence 4 cylindres. Donc je vous dis un 1,2 litre parce que c'est à peu près des cylindrées qu'on retrouve assez couramment aujourd'hui, donc sur des moteurs relativement downsizés. Bon, dans ce chapitre, nous allons voir quelques exemples de vilebrequins sur des moteurs, disons, classiques, type 4 cylindres en ligne, moteur V8 ou V6. Commençons par les moteurs 4 cylindres en ligne. De base, un 4 cylindres en ligne est naturellement équilibré, donc normalement, pas besoin de contrepoids. Pourtant, et je vous afficherai 2 exemples à l'écran, on retrouve toujours un certain nombre de contrepoids. Le but majeur, il y a d'autres intérêts à mettre des contrepoids, mais le but majeur, c'est de rigidifier l'ensemble du vilebrequin, notamment pour limiter la flexion. On peut donc choisir la solution 1, ici sur un moteur TDI. L'idée c'est de mettre du coup des contrepoids au milieu et en bout de vilebrequin. Si en revanche on veut vraiment rigidifier un maximum, on choisira la solution 2 en mettant 8 contrepoids, mais comme vous l'imaginez, cette solution est pénalisante en masse. Passons maintenant sur les moteurs V8. Pour un V8 4 temps, c'est assez simple, il faut un allumage tous les 90 degrés. En effet, 2 tours vilebrequin, 720 degrés divisé par 8 cylindres nous donne 90 degrés. Sur les moteurs V8, on a 2 grandes familles de vilebrequins, ceux qu'on pourrait appeler à plat et ceux qu'on pourrait appeler en croix. Chaque architecture a ses avantages et on va essayer de détailler ça rapidement. Globalement, on équilibre un moteur en 2 phases. Les masses rotatives, donc ici on parle des manetons du vilebrequin, qu'on pourra équilibrer en ajoutant des contrepoids sur le vilebrequin, puis les masses qu'on appelle alternatives, donc piston plus bielle, qu'on pourrait elles compenser en ajoutant des contrepoids sur le vilebrequin, mais aussi en ajoutant un arbre d'équilibrage. Tout ce petit monde va créer différents couples et différents efforts au sein du système qu'on nomme effort de tamis, couple de lacets, couple de galop, etc. Sur un vilebrequin à plat, on a surtout des soucis au niveau effort et principalement sur des efforts de pilon. Donc à la conception, il faudra bien prendre en compte ce type d'effort. Le truc, c'est que sur les vilebrequins à plat, on a un avantage certain, c'est d'être plus léger
et c'est pour ça qu'on les retrouve sur des moteurs enclins à prendre du régime comme sur le V8 de la 458 Italia. Concernant le vilebrequin en croix, il est lui plus facilement équilibrable, mais il est en revanche plus lourd que le vilebrequin à plat. On le retrouve sur énormément de V8 comme le 4 litres 5 Porsche, le V8 de la C63 AMG, des V8 américains type Dodge, etc. Si on parle rapidement de l'ordre d'allumage une fois le vilebrequin déterminé, pour un V8 on a 8 possibilités pour l'ordre d'allumage, mais en réalité beaucoup moins si on veut garder une cohérence dans l'ordre d'allumage, c'est-à-dire éviter d'allumer plus de 2 fois à la suite les cylindres d'une même rangée. Bon, passons maintenant au moteur 6 cylindres en V. Dans ces moteurs, pour avoir un allumage régulier, il faut un allumage tous les 120 degrés. En effet, 720 divisé par 6 égale 120. Si on prend basiquement un vilebrequin de tricylindre calé à 120 degrés, comme celui que je vous afficherai à l'écran, et qu'on y met 2 bielles par maneton jumelé quoi, on aura un allumage régulier si l'angle du V6 est de 120 degrés. Je vous afficherai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Récemment, Ferrari a implanté un V6 de 3 litres ouvert à 120 degrés sur sa 296 GTB. Mais en général, pour des raisons d'encombrement, on fait le choix d'un moteur en V à 90 voire même à 60 degrés. Le truc, c'est que si on prend un angle en L à 90 degrés, l'allumage ne sera plus régulier si on garde le vilebrequin en mode 3 cylindres calé à 120 degrés à maneton jumelé. Dans l'histoire, il y a quand même eu des moteurs V6 à 90 degrés, mais avec des vilebrequins à 120 degrés à maneton jumelé, comme le moteur PRV qu'on retrouvait dans les Alpine à 310 ou à 610, mais on avait donc des intervalles de 90 degrés et 150 degrés entre deux allumages, ce qui n'était pas idéal. Aujourd'hui, on retrouve donc des vilebrequins à maneton qu'on va appeler jumelés et décalés, afin d'avoir un intervalle de 120 degrés entre deux allumages, comme par exemple sur ce vilebrequin de 3 litres TDI Audi. Cette solution est courante aujourd'hui, mais la tenue mécanique des fameux manetons décalés est délicate et c'est pour cette raison de coût et de développement qu'à l'époque on avait des manetons jumelés classiques. On préférait être sûr du coup côté tenue mécanique, quitte à avoir un allumage, disons, décalé. Pour parler rapidement des ordres d'allumage, on a 4 combinaisons possibles pour l'ordre d'allumage sur un V6, mais en général, on essaye d'allumer une fois de chaque côté en alternance, ce qui nous laisse plus qu'une possibilité dans l'ordre d'allumage. Bon, pour ce chapitre, on va rentrer un peu plus dans le dimensionnement des vilebrequins, sans bien sûr rentrer trop dans les calculs, sinon on y passerait quelques heures et je perdrais la moitié de mes auditeurs. Pour les premiers exemples, on va prendre un vilebrequin de moteur 4 cylindres classique avec un ordre d'allumage tout aussi classique, 1, 3, 4 et 2. Je vous afficherai un petit schéma à l'écran. Sur ce schéma, vous pourrez voir que lors du fonctionnement moteur, on a des efforts qu'on pourrait appeler d'inertie, représentés ici en rose. Ces efforts engendrent de la flexion sur le vilebrequin et bien évidemment on a aussi des efforts créés par la combustion qui eux engendrent de la flexion, de la torsion et du cisaillement. Bon, maintenant, allons un peu plus loin et voyons les dimensions, disons, principales à prendre en compte pour dimensionner un vilebrequin. On a tout d'abord les diamètres des tourillons et des manetons à prendre en compte. On a aussi la course d'axe à axe entre les tourillons et les manetons. On a aussi ce qu'on appelle le recouvrement. Puis enfin, on a l'épaisseur et la largeur de ce qu'on appelle les bras. Pour dimensionner les manetons et les tourillons, on se repose sur 2 choses principales. Les efforts à supporter par le système, c'est des courbes qu'on arrive facilement à modéliser en faisant une analyse dynamique de l'attelage mobile. Ça donne ce genre de graphique, je vous en afficherai un à l'écran. Ensuite, la deuxième chose à prendre en compte, c'est ce que va être capable d'encaisser le palier qu'on aura choisi, enfin plutôt la technologie qu'on va utiliser. On va prendre un exemple bête, mais sur ce genre de vilebrequin, donc ici un bicylindre 4 temps, on est sur des paliers à coussinets, alors que sur un monocylindre, comme celui-ci, le vilebrequin va reposer sur des roulements, comme ceux que je vous ai amenés ici. Tout ça pour dire que fonction des matériaux, des conditions, etc., le palier n'encaissera pas la même chose. Une fois qu'on a ces deux informations, on arrivera donc à obtenir une valeur de surface en centimètres carrés de palier minimum qu'il faudra respecter pour ne pas avoir de problème. Une fois qu'on a donc la surface mini, il va falloir choisir un rapport entre la longueur et le diamètre des paliers. Pour ça, on va s'appuyer encore une fois sur 2 choses. En premier, les contraintes d'encombrement du moteur, donc la largeur, la hauteur, etc. Et deuxième chose, on va tenir compte de ce qu'on appelle le régime de lubrification.
Pour vous parler rapidement du fameux régime de lubrification, on va s'appuyer sur la courbe de Strebeck. Pour ceux qui n'auraient jamais vu cette courbe, je vais essayer de vous la commenter rapidement. Il y a 3 régimes de lubrification. Le régime limite, qu'on retrouve à gauche en petit 1, c'est finalement quand il y a contact métal-métal, c'est une zone qu'on pourrait appeler à contact sec. Vous vous en doutez, dans cette zone, le coefficient de frottement est plutôt élevé, et à noter d'ailleurs que c'est la première couche découssinée qui permet ce glissement. Si on passe maintenant dans la zone 2, c'est ce qu'on appelle le régime de lubrification mixte. En gros, comme son nom l'indique, le contact est en train de disparaître, mais pas complètement. Cela dépend en partie de la rugosité des paliers, mais aussi de la pression d'huile qui augmente petit à petit. Enfin, troisième zone, régime hydrodynamique. Le film d'huile est complètement établi, on n'a donc plus de contact direct entre les surfaces et donc théoriquement plus d'usure. A noter, vous pouvez voir sur le schéma que la courbe remonte légèrement avec l'épaisseur du film d'huile et ce phénomène est principalement déterminé par une chose, la viscosité de l'huile. Bref, avec tout ça, vous savez maintenant comment grossièrement on dimensionne les tourillons et manetons d'un vilebrequin. Bon, je ne pouvais pas parler du dimensionnement sans parler d'un certain monsieur Leikin. À l'heure actuelle, on utilise des moyens informatiques pour dimensionner tout ça, mais avant, on se reposait sur une méthode assez simple, la fameuse méthode de Leikin. Cette méthode va nous donner, via des abacs, la largeur et l'épaisseur des bras de notre fameux vilebrequin. Pour terminer sur les sollicitations mécaniques et avant de conclure sur cette vidéo, je vais vous parler rapidement des 2 zones les plus critiques sur un vilebrequin qui à première vue ne saute pas aux yeux. Les 2 zones les plus critiques sont donc les rayons de raccordement entre les manetons et les bras ou entre les tourillons et les bras, mais aussi les trous de graissage sur les manetons du vilebrequin. À l'écran, ça serait donc les gorges ici ou ici et les fameux perçages des manetons. Les rayons de raccordement, qui sont souvent des gorges ou des congés, sont des zones très critiques, principalement sous l'effet des sollicitations en flexion qui sont maximales au PMH à cause de la combustion et des efforts d'inertie. S'ajoutent également des contraintes en torsion, mais qui, elles, n'apparaissent pas au même moment ni au même endroit dans la gorge. La solution pour lutter contre les contraintes dans cette zone est d'introduire ce qu'on appelle des contraintes résiduelles de compression. On utilise le plus souvent le galetage qui va induire un écrouissage de la matière. Le galetage va provoquer une déformation du matériau et lors du relâchement de l'effort, cela va générer des contraintes de compression. Cette méthode permet de quasiment doubler la résistance mécanique, ce qui est donc non négligeable. Là-dessus, on peut aussi utiliser un traitement thermique type trempe ou nitruration. Concernant maintenant les trous de graissage, malheureusement il n'y a pas spécialement de méthode pour améliorer la tenue de la zone, hormis de bien casser l'angle de perçage afin de diminuer les contraintes. Et comme vous en doutez, on peut bien évidemment pas se passer de ces petits trous pour la survie du moteur. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode 1 qui j'espère vous aura plu. Très prochainement l'épisode 2 devrait sortir, il devrait être un peu plus court que l'épisode 1, mais pas forcément moins intéressant. Petit teaser, dans la prochaine vidéo, donc juste avant l'épisode 2, je sortirai une petite vidéo jeu concours en partenariat avec une marque d'outillage. Le but étant bien évidemment de vous faire gagner un petit outil sympa et de fêter le passage des 5000 abonnés sur la chaîne. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Quand je pourrai, j'essaierai de vous répondre. Et puis pour la suite, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!